Bonjour, nous sommes le samedi 3 mars à Paris, dans la librairie Notre-Dame de France. Je reçois aujourd'hui Piero San Giorgio pour mediainvestigation.com. Piero, bonjour, vous êtes l'auteur de l'ouvrage Survivre à l'effondrement économique, manuel pratique. Pouvez-vous vous présenter? Bonjour, eh bien, je suis suisse. J'ai plus de 20 ans de carrière professionnelle dans l'international et j'ai récemment changé complètement de vie pour me rendre plus autonome et pour me préparer à ce qui, je crois, va être l'effondrement de notre système économique et pour aider le plus grand nombre à également se préparer. J'ai écrit au cours de l'année dernière et qui est sorti fin octobre ce livre et qui, par bonheur pour les gens qui le lisent, j'espère, vraiment un très grand succès. Donc je suis très heureux d'être ici pour également faire des dédicaces toute l'après-midi ici à Paris. Parfait. Mais quelle est votre légitimité sur ce sujet? Ah, vous savez, la question de légitimité, c'est toujours une question très difficile. Je pense que il y a essentiellement le fait que j'ai moi-même mis en place pour moi, pour ma famille, pour mes amis, euh, ce que j'explique dans le livre, c'est-à-dire un endroit où l'on peut être enraciné, où l'on peut développer son autonomie, où l'on peut avoir une capacité justement à se détacher d'un système qui va s'effondrer. Alors au-delà de ça, la légitimité, eh bien, les gens qui ont lu le livre ont plutôt des bons commentaires. Après tout, je ne sais pas s'il peut y avoir une légitimité dans ce genre-là. Malheureusement, elle va se faire a posteriori. Ceux qui vont survivre et bien s'en sortir seront légitimes a posteriori, mais on ne peut pas le savoir aujourd'hui. Alors selon vous, l'effondrement est imminent dans les 10 prochaines années. Alors oui, je pense que dans les 10 prochaines années, nous allons voir en fait une convergence de crises majeures qui vont des effets de la surpopulation, des problèmes de tarissement des ressources naturelles, notamment le pétrole, de crises écologiques majeures par l'effondrement des niches écologiques, par la perte de la fertilité des sols, par le manque d'eau potable dans le monde, et les conséquences de ces convergences de crises précipitées par la crise financière d'ailleurs, qui est totalement artificielle, qui est totalement créée par l'homme, eh bien, vont créer des effets de migration de masse, de révolution, de guerre, de crise profonde, qui vont inévitablement amener un stress tel au système économique actuel qu'il va s'effondrer. Et celui-ci peut s'effondrer plus ou moins vite, plus ou moins lentement, mais je pense que entre demain matin et dans 10 ans, nous allons le voir. Alors c'est très difficile de donner une date précise, d'une part parce qu'il y a énormément de facteurs en lice qui se liguent à accélérer ou au contraire ralentir cet effondrement, mais je pense qu'on arrive à la fin de 2 siècles de progrès technique et économique et que la chute va être extrêmement brutale, extrêmement violente pour nous tous malheureusement et dans le monde entier parce que nous avons une civilisation globale et ce qui est une première. Et donc, bien qu'il soit difficile de dire si ça arrive dans un mois, dans 2 mois ou dans 10 ans, l'important c'est de démarrer sa préparation le plus vite possible afin de pouvoir le plus possible avoir sa résilience et sa capacité de survivre. Puis il y aura un peu de provocation. Cet après-midi, donc séance de dédicace. Mhm. Vos lecteurs et vous-même, vous êtes paranoïaque ou pas? Alors, la question de la paranoïa est très pertinente parce que celui qui l'est va forcément dire qu'il a raison de l'être. Donc, c'est une question de définition. Est-ce que si vous êtes juif en Allemagne en 1930, est-ce que vous avez raison d'être paranoïaque? Après tout, vous êtes encore dans une république tout à fait démocratique, etc. Mais en 1933, cela change. Pourtant, peu ont quitté. Donc, est-ce qu'ils avaient raison ou pas d'être paranoïaques? L'histoire a donné raison aux paranoïaques, en l'occurrence. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est paranoïaque de mettre en cause la structure extrêmement complexe d'un système économique qui devient fragile, qui devient instable, qui devient imprévisible? Lorsque l'on voit les informations de ce qui se passe en Grèce aujourd'hui, il y a 2 ans, les gens qui pensaient que la Grèce allait subir une crise économique très lourde et même qui allait devenir une crise sociale, étaient targués de paranoïaques. Euh, je- la provocation est légitime, il faut toujours se remettre en cause, il faut toujours, chaque matin, je me dis, mais est-ce que lorsque je regarde autour de moi à Genève, je vois une vie paisible, je vois une ville très opulente, et donc je me pose la question, mais est-ce que j'ai raison de vivre dans ma ferme, dans les montagnes? Est-ce que j'ai raison de me préparer?
Mais en fait, c'est parce que je ne vois pas, depuis Genève, depuis ma petite Suisse, je ne vois pas ce qui se passe vraiment dans le monde. Mais lorsque je voyage, et j'ai eu la chance de voyager dans plus d'une centaine de pays par mon travail, lorsque je vais au Rwanda, lorsque je vais au Nigeria, lorsque je vais en Arabie Saoudite, en Irak, là je vois les effets d'un effondrement économique qui se passe. J'ai beaucoup voyagé en Russie après l'effondrement de l'Union soviétique. J'ai vu ce que ça donne une société qui s'effondre. Comment ils ont souffert d'une chute économique importante à leur échelle. Alors là, on est à l'échelle globale. Euh, je pense que ce que je décris dans le livre sont des scénarios très probables. Et alors, si c'est de la paranoïa, ben, sans doute. En tout cas, il faut espérer qu'un grand nombre, en tout cas de personnes, en tout cas se posent les questions et valident ou pas par eux-mêmes. J'incite mes lecteurs et toutes les personnes un peu sceptiques de faire des recherches par elles-mêmes, justement dans des médias indépendants, pas forcément croire ce que l'on nous passe à la télé, pas forcément croire ce qu'on lit dans les journaux, de s'informer soi-même, toujours avec un esprit critique. Sur Internet, il y a de tout. Il y a des choses très pertinentes comme il y a des choses farfelues, de vraiment croiser les informations. Alors c'est beaucoup de travail, je crois que c'est Chomsky qui avait théorisé un peu le problème de justement de s'informer alors qu'on a une marée d'informations disponibles et de réussir à croiser les informations pour trouver d'une part les différentes facettes de la même médaille, mais également de trouver les points communs qui nous permettent d'avoir une information de sources auxquelles on fait confiance et qui sont réelles et réalistes. Alors justement, vous avez étudié plusieurs crises à travers l'histoire. Par exemple, j'ai vu sur Internet, dans vos différentes interviews, la crise de 1907, 1929, l'effondrement soviétique, l'Argentine, la guerre civile italienne dans les années 40, la chute de Rome. Tout ça, ça fait partie de vos recherches, de vos investigations. Tout à fait, et c'est vrai que j'ai eu la chance depuis toujours, depuis petit, d'être un passionné d'histoire. D'ailleurs, dans cette librairie, il y a des livres qui m'ont l'air très très intéressants. Donc, étant passionné d'histoire, forcément on est confronté à... L'histoire est une suite incessante de migrations de peuples, de guerres et en fait de crises, de civilisations qui n'ont pas su ou n'ont pas voulu résoudre les problèmes auxquels ils étaient confrontés. Alors dans le passé, puisque les civilisations étaient locales, ça a souvent été des problèmes énergétiques. Il n'y avait plus de ressources, ça peut être du bois, de la ressource agricole, etc., qui était disponible. Donc ces sociétés soit périclitaient ou soit se transformaient en sociétés prédatrices, en empires, qui allaient voler ou conquérir les ressources de pays voisins ou de cités voisines pour pouvoir tenir leur rang, etc. Et cette expansion amenait inévitablement une surexposition et un effondrement. Mais il y a aussi des cas d'effondrement de civilisation dû à l'écologie, où tout d'un coup il y a eu des changements climatiques. Et une combinaison de cela. Par exemple, les Mayas se sont effondrés par une pénurie de ressources et un des changements climatiques. Les Vikings de Groenland, c'est essentiellement des changements climatiques et une incapacité à changer leur culture et de ressembler aux Inuits voisins qui, eux, ont pu survivre malgré les changements climatiques. Il y a des centaines d'exemples de civilisations qui vont de l'île de Pâques à l'Égypte ancienne, qui ont soit réussi à s'adapter et à survivre. C'est le cas de la Chine, par exemple. La civilisation chinoise est quasiment... On voit un continu sur 5000 ans, ou plus. L'Égypte a su s'adapter. La civilisation égyptienne, devenue grecque, ensuite romaine, a su s'adapter. D'autres se sont complètement effondrés. Et c'est là où souvent les gens me disent « Non, mais vous êtes trop pessimiste. L'être humain trouve toujours une solution au problème. » Non, c'est faux. L'histoire montre qu'on ne trouve pas des solutions au problème bien souvent. D'accord, on va un peu parler de votre livre maintenant. Donc, survivre à l'effondrement économique. Dans ce livre, il y a 3 parties. La première partie, ce sont les risques d'aujourd'hui. Vraiment très bien documentés. On voit la rupture d'un système, la convergence de catastrophes. La deuxième partie, ce sont les conséquences de cet effondrement. Et la troisième partie, c'est comment survivre. Tout à fait. J'ai faim, j'ai froid, j'ai peur. Entre autres. Également, si je vous dis bad, c'est pas un clip de Michael Jackson, qu'est-ce que c'est? Alors, en fait, contre l'avis de mon éditeur, que je salue, j'ai vraiment souhaité mettre l'accent sur l'explication de quelles vont être les conséquences d'une crise possible. Parce qu'on ne peut pas se préparer à quelque chose que l'on ne peut pas concevoir. Donc il est important d'expliquer les différents, à partir de quelques hypothèses qui me semblent très réelles aujourd'hui, quelles sont les conséquences. Et à partir de là, comment s'en sortir? Et pour moi, comment s'en sortir, ce n'est pas d'être nomade, ce n'est pas de se balader d'un pays à l'autre comme si c'était des hôtels. Au contraire, c'est de s'enraciner, c'est de dire à un moment, voilà,
il y a un endroit au-delà duquel je ne vais pas fuir. Je vais me résister. À un moment, je vais quitter probablement les villes, qui sont les lieux les plus dangereux, ou rester en ville, c'est possible. Mais en tout cas, à un moment, je vais dire, voilà, cet endroit, c'est chez moi. C'est à moi et aux gens que j'aime bien et avec qui on peut Alors ces 3 lettres, ça veut dire quoi? Alors, base, autonome, durable. D'accord. Donc, on le résume par BAD. Et aujourd'hui, sur Internet, c'est un peu devenu une sorte de mime qui est en train de partir. C'est en train de devenir un vrai phénomène sur Internet, ces concepts. Donc, base, autonome, durable, parce qu'il faut être enraciné, il faut être fixe à un moment. On ne va pas pouvoir fuir, surtout dans un environnement hostile et difficile. Durable, enfin autonome, parce qu'il faut avoir l'autonomie sur plein d'éléments, on en parlera. Et puis durable, parce qu'on ne sait pas combien de temps va durer cette période de chaos avant qu'une nouvelle civilisation prenne forme. Ça peut être quelques mois, ça peut être des années, ou ça peut être des décennies. Ça, c'est difficile à savoir. Donc il faut aller sur le durable. Et d'ailleurs, même si une crise aussi violente que je prévois n'arrive pas, gagner en autonomie et en durabilité, et on va voir ce que ça veut dire l'autonomie, eh bien c'est bon. Ça veut dire être moins dépendant d'un système qui au fond ne rend pas les gens heureux aujourd'hui. Là aussi, on a un vrai problème de civilisation au niveau moral et mental et même spirituel pour ceux qui croient à cela. On a des carences profondes dans nos sociétés. Nous sommes des sociétés qui créent la tristesse, qui créent la solitude, qui créent le malheur. Et gagner en autonomie par rapport à un système comme cela, quoi qu'il arrive, même si tout va aller bien, ce que je ne crois pas, eh bien c'est quand même positif, c'est quand même bien. Donc vous parlez d'autonomie sur plusieurs éléments, je crois qu'il y en a 7, Tout à fait. dont un qui est très important selon vous, c'est le lien social. Oui. Et vous pouvez aussi parler des autres. C'est tout à fait juste. En fait, j'ai vraiment réfléchi pendant des années, tout en montant ma propre ferme, ma propre base autonome durable, qui se trouve être une ferme en montagne en Suisse. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il faut pour s'en sortir, pour être justement autonome dans la durée? Et pour ça, il faut 7 éléments. Il y a l'eau. Sans eau, impossible qu'il y ait de la vie, impossible de faire des cultures, impossible d'avoir des animaux et même pour soi-même de vivre. Point numéro 2, tout ce qui est nourriture. Et là, il s'agit, encore une fois, pour l'autonomie et la durée, il s'agit d'avoir une autonomie dans la nourriture qui est essentiellement de faire croître ses propres légumes, élever ses propres animaux, etc. Et ce, dans une nourriture, évidemment, le plus possible saine et avec une balance nutritionnelle qui soit excellente pour notre corps, ce qui nous amène au point 3, l'hygiène et la santé. On va être en bonne santé si on mange correctement. Il faut concevoir tous des systèmes d'hygiène pour évacuer les excréments, les eaux usées, etc. Et puis être propre. Et avoir des bases de médecine capables de nous permettre également une autonomie au niveau des soins basiques, parce que rien ne dit que dans un monde chaotique, les hôpitaux fonctionneront encore, l'eau courante, donc on va avoir des crises sanitaires importantes. Et donc ça, ce sont des éléments fondamentaux. Ensuite, il y a l'énergie, parce qu'il ne s'agit pas de revenir à vivre. Alors ça, c'est une autre école de survivalisme qui est celle de dire, ben voilà, on doit pouvoir vivre dans une forêt avec de la nature et vivre en mangeant des racines et faire du feu soi-même. Bon, c'est bien d'apprendre cela, mais pour moi, la survie, c'est une survie civilisationnelle. Et ça veut dire qu'on va survivre en gardant avec nous des technologies importantes, des technologies qui nous apportent le confort. Donc il faut de l'énergie pour cela, de l'énergie pour se chauffer, de l'énergie pour faire fonctionner votre aspirateur peut-être, ou quelques appareils électriques. Donc là aussi, on va travailler là-dessus. Et puis aussi, pour faire fonctionner, et ça nous amène à la 5e partie, tout ce qui est nos appareils de connaissance. C'est-à-dire que je crois que survivre uniquement soi-même, c'est bien, mais en fait, il faut faire survivre une partie de notre culture. Et ça, c'est à chacun de choisir les livres, les musiques, les œuvres d'art qu'il souhaite garder afin de transmettre aux générations futures. C'est là où il y a une sorte d'arche de Noé culturelle à faire. Pour le reste, c'est pas vraiment une arche de Noé, mais en tout cas, pour la culture, c'est important. Donc, 5e point, c'est la culture. Et l'électricité peut nous permettre de faire fonctionner quelques ordinateurs, quelques chaînes stéréo, par exemple. 6e point, c'est la défense. C'est qu'une fois qu'on a une capacité de survivre, on va être confronté à des gens qui ont peu de scrupules. On est dans une civilisation où malheureusement on a créé des générations entières de psychopathes, de gens qui sont imbus d'eux-mêmes, hédonistes, consuméristes. Et lorsqu'ils seront privés de tous ces petits plaisirs, ils vont avoir du mal à ne pas comprendre
que c'est fini la belle vie, et au contraire, ils vont vouloir le prendre aux autres. Et je crains qu'on va avoir des situations de violence très très graves, comme celles que l'on a vues lors de l'ouragan Katrina aux États-Unis ou au Rwanda, au Burundi. Je pense qu'on va vers des risques de... génocide, c'est un mot qu'on lâche dans tous les sens, mais en tout cas des risques de violence extrême, surtout dans les villes, mais un peu partout dans le monde, avec des gros problèmes. Moi, je crois que les grandes villes en Europe, Paris notamment, Londres, etc., ça va être des boucheries. Et donc, il faut savoir se défendre face à ces hordes. Ça ne veut pas être agressif, il faut savoir être loin des problèmes. C'est pour ça que je préconise de se trouver plutôt à la campagne, plutôt loin de tout cela. Et puis, une capacité de se défendre d'abord de manière passive, d'être discret, mais aussi, si on est agressé, de savoir répondre à cette agression. Alors ça, c'est vrai que c'est une culture très suisse. En Suisse, nous avons une culture très forte de ce qu'on appelait notre réduit national, nos forteresses dans les Alpes, où on était censé résister aux assauts de l'Allemagne nazie à l'époque, et puis de l'Union soviétique, etc. Donc on a une culture très, très ancienne de savoir se défendre, tout en étant neutre et en étant agressif avec personne. Mais que si on vient chez nous, on sait se défendre. Donc c'est une culture qui transpire dans mon livre aussi, et j'explique comment préparer une défense. Et puis, vous l'avez dit justement, le point le plus important de tous, c'est le 7e, qui est le lien social. C'est que même si vous avez tout parfaitement organisé et que vous savez vous défendre, seul, vous n'y arriverez pas. Ce n'est pas possible de survivre seul. Surtout pas si l'idée, c'est de transmettre une civilisation et de reconstruire une civilisation nouvelle. Il va falloir être nombreux, il va falloir s'entraider, il va falloir justement recréer ces liens solidaires, mais pas une solidarité qui nous est imposée par le haut, par l'État, qui est une solidarité idéologique, mais plutôt une solidarité faite par des rites de passage communs, par des expériences que l'on a avec les gens avec qui vivent autour de nous, et finalement recréer ces liens sociaux, recréer le village avec ces liens sociaux comme pouvait exister celui de nos arrière-grands-parents, et avoir des relations mutuellement dépendantes qui font que l'on ne s'agresse pas, que l'on s'adresse la parole poliment, que l'on travaille de concorde pour le bien commun. Toutes ces choses qui aujourd'hui ont disparu. En me baladant une demi-journée encore ce matin à Paris, hélas, je vois que la France, comme d'autres pays, comme aussi la Suisse, a bien changé. Ce n'est plus comme avant. Alors vous parlez aussi d'une chose très importante pour ceux qui l'ont, c'est l'importance de la foi. Alors, c'est toujours délicat pour moi qui suis athée de parler de la foi, parce qu'en fait, je suis confronté à un paradoxe où je constate, en faisant mes études, que les gens qui survivent le mieux sont ceux qui ont la foi. En tout cas, parmi ceux qui ont des problèmes et qui sont mis dans un cadre de survie, eh bien, avoir la foi est un plus, c'est un avantage dans la survie. Alors, loin de moi de vouloir faire du prosélytisme, encore plus du fait que je ne suis pas croyant, malgré tout, c'est un fait. On le voit qu'avoir la foi. Alors, ça peut être la foi dans la survie. Pour moi, clairement, j'ai la foi de sauver la vie de mes enfants. C'est ce qui me motive. Et je dis toujours, à mon sens, cette approche de la survie, en fait, c'est un acte d'amour. C'est un acte d'amour pour les siens, pour ses proches, pour ses enfants, et que ce n'est pas simplement sauver ses fesses, être égoïste. C'est aussi sauver les autres, c'est sauver aussi une civilisation. Ensuite, quelle qu'elle soit. J'ai aujourd'hui des gens qui, après avoir lu mon livre, ont mis en place leur base autonome durable, et ça va de tous les spectres socio-économiques. Ça va de gens très riches qui veulent sauver leur patrimoine et garder leur confort. Il y a aujourd'hui des bases autonomes durables musulmanes. Il y a des bases autonomes durables, donc confessionnelles, basées sur une communauté confessionnelle. Il y en a d'autres catholiques, il y en a d'autres beaucoup plus écologistes. Il y a une grande mouvance écologiste. Alors eux ont un petit peu la peine avec le concept de défense, ce qui va être leur problème s'ils ne font pas attention. Parce que voilà, une ferme bio, tout ça, tout bien, mais ensuite ça va faire piller, ça va pas être très bon. Donc il faut savoir avoir encore une fois un équilibre. De la même manière, ceux qui sont surarmés, justement, vous parliez de la capacité à savoir se défendre, mais qui ne focalisent que là-dessus, et ensuite n'ont peut-être pas d'autonomie de la nourriture, n'ont pas fait assez de stock de nourriture en cas de coup dur, eux vont se transformer en prédateurs, forcément. Donc, et ce ne sera pas bon ni pour leur amour-propre, leur âme, à la limite, si on y croit, que pour les autres qui vont devenir leurs victimes. Donc il faut savoir, comme par toute chose dans la vie, avoir une sorte d'équilibre, avoir le cosmos grec. Moi, je suis plus dans la philosophie grecque, personnellement. Alors Pierrot, pourquoi va-t-on vers la catastrophe selon vous ?
Alors voilà, donc je disais, il y a vraiment une convergence de crises qui sont chacune extrêmement difficiles et qui seraient déjà en elles-mêmes des défis presque insurmontables pour les sociétés humaines aujourd'hui, qui vont de la crise économique, on ne sait pas comment la résoudre aujourd'hui. Il y a vraiment il faudrait avoir des options très très radicales qui ne sont pas mises en œuvre, ou alors qui sont trop cruelles pour la population, on risque d'avoir des révolutions. À l'opposé, on a des crises écologiques, on a une extinction des espèces et des habitats naturels à un rythme qui n'est jamais vu depuis des millions d'années. On a de plus des potentiels changements climatiques. Alors moi je ne suis pas un expert, je ne sais pas à quoi ils sont dus, mais en tout cas on les constate. On constate que là, aujourd'hui nous sommes le 3 mars, et il y a 2 semaines il faisait moins 14, aujourd'hui il fait plus 14, entre février et mars. Je veux dire, nous voyons des choses étranges. Donc toute cette convergence de problèmes, les guerres pour les ressources, et puis essentiellement le fond du fond, c'est que nous allons vers la raréfaction du pétrole, et ce très très vite. On nous l'avait déjà dit dans les années 70, mais maintenant ça arrive. Dans les 5 à 10 ans, il n'y a plus de pétrole bon marché. Donc imaginez l'impact sur une société d'un pétrole, de l'essence à 2 euros par litre aujourd'hui dans votre voiture, on y est presque. Imaginez 20 euros. Imaginez 200 euros le litre. Tout s'effondre. Et si ça s'effondre, tout converge vers l'effondrement justement économique, à la fin tout est économique, que ce soit des problèmes climatiques, des problèmes économiques, ça arrive au système économique qui s'effondre. Et là, posez-vous la question, d'où vient la nourriture? Comment fonctionne l'eau courante dans vos villes? Est-ce que les œufs poussent dans des bacs dans des supermarchés? Est-ce que l'eau vient tombe des montagnes et vient à votre robinet, ou alors ça nécessite un système complexe d'électricité, de transport, de transporteurs, etc., en flux tendu, avec zéro stock, etc. Si ce système s'effondre, en 2 semaines, on est mort. Et dans les 2 semaines, on s'entretue. Donc, il faut bien comprendre qu'on est dans un système extrêmement fragile et qui n'a pas été conçu à des crises économiques lourdes. Or, c'est vers celle-là qu'on y va. Justement, en cas de chaos, il y a quelque chose qui m'a assez marqué dans votre livre, c'est l'importance des petits métiers. Alors, souvent, d'ailleurs c'est très intéressant, souvent les gens me disent, mais dans votre livre, vous préconisez une ferme, etc. Mais j'ai pas de moyens, je ne sais pas comment faire. Alors, au-delà de la capacité de mettre les priorités là où elles doivent être, probablement économiser pour acheter justement sa ferme ou quitter la ville ou changer de métier, ça peut être plus intéressant qu'avoir une nouvelle télé écran plat ou qui ne se mange pas. Et au-delà de ça, ce qu'il faut voir, c'est les compétences. Et les compétences dont on aura besoin dans les 10-20 prochaines années sont très différentes que celles qui aujourd'hui sont les compétences et donc les métiers qui gagnent bien leur aujourd'hui, c'est-à-dire qui sont valorisés par l'entité économique. Aujourd'hui, si vous êtes avocat, politicien, psychologue, vous gagnez bien votre vie, très bien. Mais ce sont des métiers qui vont totalement être inutiles lors d'une crise. Il faudra savoir cultiver un jardin, réparer les choses, donc menuiserie, maçonnerie, savoir fabriquer des maisons, des toits, de la plomberie. Enfin, il y a énormément de ce qu'on appelle des petits métiers, alors qui ne sont pas petits ni en intellect ni en compétences. Je veux dire, un bon plombier, un bon menuisier, c'est quelqu'un de très intelligent normalement. Alors aujourd'hui, on nous a fait croire que culturellement, ce sont des métiers qui appartiennent qui sont faits par des personnes avec une culture pauvre. C'est pas vrai d'ailleurs. Mais souvent, voilà, dans les médias, on déconsidère ces métiers alors qu'en fait, ils sont fondamentaux. Et c'est ces métiers qui vont revenir. Donc, si vous êtes jeune aujourd'hui, si vous avez 18-20 ans, peut-être c'est pas le moment de se lancer dans des grandes études de droit, mais médecine, si vous pouvez, notamment avec une pharmacie et compétences sur la fabrication de médicaments à partir d'herbes naturelles. Ça, c'est des métiers qui vont être extrêmement réparateurs de vélos, à l'autre spectre, des métiers qui vont avoir vraiment qui ont de l'avenir, parce que dans un monde qui va s'effondrer, on va devoir redécouvrir ces métiers-là. Pierrot, l'effondrement se fera-t-il brutalement ou alors ça va être progressif? On ne sait pas quel va être le scénario parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent l'influencer. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre d'un effondrement relativement lent. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui que depuis 3-4 ans, en fait, on a atteint le pic de pétrole. Certains pays puissants le savaient. C'est pas étonnant que la géopolitique mondiale soit focalisée sur des pays producteurs de pétrole. Le dollar et les États-Unis sont en fait une économie zombie qui est morte mais bizarrement encore vivante.
et qui d'ailleurs profite de la crise européenne et probablement l'a induite pour que la crise européenne arrive avant la crise du dollar. Avec le jour où ça va arriver, il va y avoir de l'hyperinflation, etc. Donc, pour l'instant, nous sommes dans un scénario de crise relativement lente. Mais elle peut s'accélérer très vite, justement. C'est le jour où le monde comprend que le dollar ne vaut rien, et c'est le cas aujourd'hui, le dollar ne vaut rien, les États-Unis s'effondrent en quelques jours. Et si cela arrive, la crise est immédiatement répercutée sur le reste du monde de manière extrêmement brutale. Alors, ça, on ne peut pas le savoir. Ça peut être l'année prochaine, ça peut être cette année, ça peut être dans 2 ou 3 ans. Je pense qu'on risque de voir une accélération de cette crise. Pour l'instant, elle est relativement lente, mais on risque de voir une accélération autour des années 2013-2014, et puis vraiment dans les 5 à 6 années qui vont suivre, pour arriver à ce que je prévois dans 10 ans. 10 ans, c'est rapide, hein, vous savez, c'est très très court, 10 ans. Souvenez-vous où vous étiez il y a 10 ans, ça va très très vite. Il y a 10 ans, c'était le 11 septembre, on s'en souvient bien. Donc ça peut aller très très vite, mais pour l'instant on est dans une phase de crise lente, donc la bonne nouvelle c'est que nous avons encore le temps de nous préparer. Très bien. J'ai encore 2 petites questions. Je vous laisserai le mot de la fin tout à l'heure. Pourquoi ne faut-il pas s'endetter et au contraire se désendetter? Ça c'est quelque chose que vous dites souvent ça. Oui, alors c'est une question que beaucoup de petits malins, très malins me font sur Internet. Ils me disent, mais si vous pensez que ça va s'effondrer, bah alors j'ai qu'à m'endetter, j'ai qu'à acheter ma ferme à crédit, et donc je n'aurai jamais besoin de rembourser mon crédit. Alors oui, c'est effectivement assez malin de réfléchir comme ça, mais en même temps, d'abord je peux me tromper. D'abord, si ça se trouve, la crise ne va pas être si sévère, on ne peut pas le savoir. Et puis, si c'est le cas, quelqu'un va racheter la banque qui a votre crédit, ou en tout cas il y aura toujours quelqu'un qui va posséder votre crédit, donc vous allez devoir le rembourser. Donc déjà ça c'est un premier problème. Donc si vous croyez être plus malin que le système, faites attention. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur chemise et leur culotte en faisant cela. Ensuite il y a un deuxième élément qui est celui de dire, ensuite il y a la préparation financière, c'est-à-dire que pourquoi la dette c'est pas bien. La dette, en fait, l'argent c'est une créance sur du travail, pour faire très très simple. Mais en fait c'est juste. Si je vous paye pour faire quelque chose pour moi, vous êtes d'accord d'avoir de l'argent, vous faites un travail. Donc c'est une créance sur du travail. La dette, c'est donc de l'argent que vous allez devoir rembourser dans le futur. Donc en fait, c'est une créance sur du travail futur. Donc quand vous avez des dettes impossibles à rembourser, donc c'est des dettes infinies et éternelles, vous avez donc une créance sur du travail infinie et éternelle. Donc ça s'appelle l'esclavage. Donc la dette, c'est un pas vers l'esclavage. Donc nos ancêtres le savaient, et dans la chrétienté, dans l'islam, on savait très bien. Il y a très longtemps que fondamentalement la dette et le taux d'intérêt qui rend la dette impossible à terme à rembourser est très mauvaise. Donc à titre de pays, on voit le résultat. On voit qu'en France, vous allez subir ce qu'a subi la Grèce dans 6 mois, dans une année, parce qu'il y a une dette. Alors on ne va pas tergiverser sur pourquoi cette dette a été créée, mais depuis 1974, cette dette devient de plus en plus impossible à rembourser. Il n'y aura plus jamais de croissance économique parce qu'il n'y aura plus de pétrole. Alors, comment on se prépare? À mon avis, c'est beaucoup plus intéressant d'acheter si vous avez un patrimoine aujourd'hui, et j'ai des gens auxquels je conseille, de préparer votre patrimoine à cet effondrement en mettant une partie de ce patrimoine dans des biens tangibles qui vont de la terre, justement, votre ferme, votre base autonome durable, des biens qui auront une valeur intrinsèque toujours dans l'histoire, c'est l'or, l'argent, les outils, les munitions, etc. Ça, ce sont des choses qui auront une valeur d'échange, de troc intrinsèque, quoi qu'il arrive. Donc, s'endetter, à mon avis, c'est philosophiquement quelque chose qui n'est pas bon, et en plus, économiquement, risque de pas du tout vous aider. Pierrot, une dernière question. Pour cet ouvrage, qui est énorme, hein, c'est combien de pages? 422 pages. 422 pages. Facile à lire. Qui avez-vous rencontré pour avoir tous ces témoignages? Alors, tout d'abord, j'ai eu la chance d'avoir refusé comment on dit en français, des améliorations de poste dans mon travail. Donc j'ai gardé un poste en dessous de mes compétences, heureusement, ce qui m'a donné beaucoup de temps. Donc j'ai lu des centaines de livres, à peu près 400 livres, sur des sujets justement qui parlent des crises économiques, d'histoire, etc. Et j'ai aussi, petit à petit, et Internet est extraordinaire pour ça, interviewé à peu près 200 personnes
qui vont de spécialistes de l'écologie, de spécialistes de la finance. J'ai eu la chance de vendre énormément dans mon travail à des entreprises pétrolières. Donc j'ai eu contact avec des gens très haut niveau dans ces industries qui m'ont tous confirmé que le pic de pétrole, d'une part, c'est pas une théorie, mais qu'on l'a déjà atteint entre 2006 et 2009, et que tous confirment, et ils le confirment d'une manière, mais c'est évident, ils le savent, qu'on va vers une pénurie du pétrole très très grave, et qu'eux s'attendent à des augmentations des prix brutaux, etc. Donc, j'ai également parlé avec des urbanistes, des sociologues, qui m'ont expliqué voilà, comment les villes allaient réagir en cas de crise grave. Et bon, là, les réponses étaient assez terrifiantes. Et voilà, j'ai fait un travail de recherche. Alors, mon livre n'est pas écrit de manière académique. Vous n'allez pas trouver des notes de pas de page. Au contraire, vous allez trouver une bibliographie assez dense. Et en revanche, j'ai plutôt essayé de l'écrire d'une manière à la fois ludique, mais aussi agréable à lire. Je crois qu'on a la chance que vraiment le succès du livre est assez phénoménal aussi parce qu'il se lit facilement et qu'il y a des exemples pratiques concrets à la fin de chaque chapitre. Il y a des petits chapitres de fiction qui illustrent un petit peu les problèmes potentiels. Des cas pratiques. Et des cas pratiques. Et je donne même à la fin En fait, il y a une 4e partie qui sont les exercices de préparation. Je donne une série d'exercices sur comment psychologiquement se préparer au monde qui vient. Parce qu'en fait, encore une fois, il faut concevoir ce qui vient pour pouvoir s'y préparer. Donc, se préparer mentalement est un élément important. Et donc, c'est ce que j'ai fait également. Un vrai travail d'investigation. D'ailleurs, Média Investigation vous recommande Survivre à l'effondrement économique. Et Pierrot, à vous le mot de la fin. Simplement merci. Et puis surtout, à vous qui nous regardez, je n'ai qu'une chose à vous dire, c'est mettez-vous au travail.